Allez. Alors, on se retrouve pour cette troisième étude sur l'introduction du Mishneh Torah. On s'était quitté la semaine dernière. On avait terminé, on avait vu toute la chaîne de transmission depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravina, Ravasi et Mor Bar Ravina. Mor Bar Ravasi, pardon. Mor Bar Ravasi, qui étaient les dernières chaînes de transmission. Depuis, donc, parmi ces, donc le Rambam, il avait fait un compte de 40 hommes depuis Moshe jusqu'à du coup Ravasi. Et j'avais dit déjà la semaine dernière qu'on n'avait pas encore exprimé exactement c'était quoi cette transmission qui avait été transmise de génération en génération. On n'avait pas donné les détails, le, les limites exactes de ce qui a été transmis. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aussi voir pourquoi cette chaîne de transmission s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé après Ravasi pour qu'on n'ait pas continué à rajouter à cette liste. Ok, alors, Kolelu Chachamim Ben Israël, Hem Gedolei Hadorot, ça on avait déjà lu. Et maintenant on va parler du Talmud. Ravina ורבסי הם סוף חכמי תלמוד, ורבסי הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שנער, אחר שחיבר רב יוחנן התלמוד הירושלמי בכמו 100 שנה. Alors pardon, je précise, j'ai pris la décision d'utiliser finalement la version de Ala Torah, parce que au moins elle n'avait pas les petites erreurs de ouais, il y avait quelques petits problèmes sur la version PDF. Et en plus, ça me permet à moi de suivre en même temps dessus. Comme ça, j'ai pas besoin, Jennifer n'aura pas besoin de me dire de remonter. Ok. Donc, Ravina et Ravasi sont la fin, sont les derniers sages du Talmud. Et Ravasi, c'est lui qui a compilé le Talmud de Babylone. Be'eret Shinar, Shinar, ben, j'ai regardé comment on traduit Shinar. Il y a une page Wikipédia en français qui s'appelle Shinar. Voilà, donc la traduction de Shinar, c'est Shinar. Et c'est en réalité la façon, le terme utilisé par la Bible pour désigner le sud de la Mésopotamie, où il y a Babel. Et pourquoi il précise Be'eret Shinar et pas juste à Babel? Parce qu'en réalité, les villes où il y avait les yeshivot de babyloniennes, bah, c'était pas Babel. C'était des petites villes à côté. Il y avait Nehardea, Pumbedita. C'était dans la région, mais même là où le Talmud a été compilé, c'était ni l'une ni l'autre. Le Yad Peshuta a mentionné, mais bon, le nom n'est pas très connu de toute façon, donc ça va pas vous aider. C'est pour ça que du coup, qu'il précise Be'er Shinar dans la région, dans ce coin-là. Ahal Shechiber Rav Yochanan ha-Talmud ha-Yerushalmi. Donc, Ravasi rédige, compile son Talmud babylonien 100 ans, à peu près 100 ans, après la compilation par Rabbi Yochanan du Talmud de Jérusalem, le Talmud israélien. ועניין שני התלמודין הוא פירוש דברי המשנה וביאור עמוקותיה, ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין, ממות רבנו הקדוש ועד חיבור התלמוד. Le sujet disserté dans les deux Talmuds, c'est l'explication des paroles de la Mishnah, l'éclaircissement de ces profondeurs des mystères qu'elle recèle, si on veut, et les choses qui ont été innovées, les innovations de chaque Beddin à chaque génération, depuis la mort de Rabbeinu Hakadosh jusqu'à la compilation du Talmud. Hein. Bienvenue Myriam. Ok, continuons. ומשני התלמודין, ומן התוספתא, ומספרה, ומספרי, ומן התוספתות, מכולם יתבאר האסור והמותר והטמא והטהור והחיה והפטור והכשר והפסול, כמו שהעתיקו איש מפי איש, מפי משה מסיני. Et à partir des deux Talmudim,
à partir de la Tosefta, et du Sifra, et du Sifré, et des Toseftot, de tous, il sera éclairci pour toi ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, ce qui est passible de punition, ce qui est exempt de punition, ce qui est euh, apte et inapte, comme l'ont copié d'homme à homme depuis Moshe au Sinaï. Et là, c'est important. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus. Déjà, on avait parlé la semaine dernière, c'est quoi la Tosefta? La Tosefta, c'était quelques détails supplémentaires sur la Mishnah pour donner un peu de contexte, souvent. Le Sifra et le Sifré. Alors, j'avais pas expliqué ça, mais j'ai regardé cette semaine justement. Sifra, c'est le mot en araméen pour dire livre. Et Sifra, c'est livre aussi, mais au pluriel. Pourquoi? Parce que le Sifra, c'est un Midrash Halacha, c'est le recueil des Midrashés Halacha, exactement, Razak Daniel. Le Sifra, il recense les herméneutiques halachiques sur Sefer Vayikra, et le Sifré, il fait la même chose, mais sur Sefer Bamidbar et Devarim. Donc, c'est les deux livres. Umina Toseftot, on a déjà parlé de la Tosefta. C'est quoi les Toseftot? Bon, c'est les Braïtot. C'est les enseignements des Tanaïm qui ont été reçus dans certaines écoles, mais qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah. Mikulam yitba'er ha'asur va'mutar va'atameh va'atar va'ahya va'apatur va'akasher va'apasul. De tous ces textes-là sont définies toutes les règles de la halakha, en gros. Ça veut dire quoi? C'est 5 livres. Donc, je crois qu'il y en a, ouais, j'ai bien compté, deux Talmud, Tosefta, Sifra Sifré, et Brightot. Bon, Brightot, c'est pas un livre vraiment, ça fait 5 et demi, on va dire. C'est ça la base de la halakha. La halakha, elle est définie sur la base de ces 5 et demi ouvrages. Et pas plus. La halakha, elle s'arrêtait là. Gamit Baher Mehem, jusque-là, c'est clair? Top. C'est bizarre qu'il ait pas mis la Mishnah, non? Ou c'est inclus dans le Talmud? C'est ça, c'est inclus dans le Talmud. C'est inclus même, enfin, c'est déjà condensé dans, justement, ces livres-là sont des élaborations de la Mishnah. Ok. Et je pense qu'il les retire aussi pour dire qu'on peut pas déterminer un psak halakha juste d'une Mishnah, seul. C'est vrai aussi. Comme le Maharal de Prague, il rapporte ça aussi. Ouais, et j'ai l'impression que c'est un principe qu'on retrouve même dans la Gemara. Bon, Yoni C'est est... fort, c'est fort possible. C'est fort possible. Je me suis arrêté, je me suis sur le côté, c'est fort possible. Merci. Pas d'accident, s'il te plaît. Ok. גם מתבהר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה. כמו ששמעו ממשה בפירוש ושמרתם את משמרתי, שאמר עשו משמרת למשמרתי. Et aussi je crois qu'il parle surtout du Talmud, mais je pense que ça s'applique aussi aux autres livres. Euh, Ils sont explicités dedans les choses qui ont été instituées, qui ont été décrétées plutôt, par les sages et par les prophètes de chaque génération pour faire une, euh, une protection à la Torah, une limite, euh, pour pas que les gens arrivent à transgresser la Torah. On fait des limites pour empêcher les gens d'arriver jusqu'à la potentialité de faire la faute. Comme il a été entendu de Moshe clairement, Ushmartem et mishpati, et vous garderez mes limites, mes barrières, chez Amar, et ils ont dit, alors, c'est où? Non, pardon, ça c'est juste une note. Chez Amar, Asu Mishmeret le Mishparti, les Chachamim, ils ont interprété ça comme faites des barrières à mes barrières. וכן יתבאר מהם המנהרות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בית דין של אותו הדור, לפי שאסור לסור מהם. שנאמר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. Et ainsi,
on peut éclaircir des Talmudim les coutumes et les institutions qu'ont instituées ou qu'ont rendu usuelles, je suis fier de ma traduction, dans chaque génération, comme, que Moshe Raoult Beddin chez le Torador, comme l'ont vu, euh, how they saw fit, comme l'ont considéré apte, approprié, le Beddin de chaque génération, puisqu'il est interdit de dévier de ces institutions. Comme il est dit, Lo tasur mikol hadavar asher yagidu lecha min smol, tu ne devras pas dévier de tout ce qu'on te dira, à droite ou à gauche. Alors, je reprends un petit peu parce que c'était pas hyper clair. Mais en gros, dans ce paragraphe, il nous explique que non seulement on a ce corpus de lois qui ont été transmises de Moshe Rabbeinu, chaque génération du Sinaï jusqu'à nous, mais on a aussi des ajouts qui ont été faits des lois rabbiniques. Les lois rabbiniques, elles sont toutes condensées dans le Talmud et dans les sources halachiques. Les sources halachiques, donc encore une fois, c'est ces 5 livres et demi. C'est ce que on appelle souvent Chazal, ou c'est les sources qui ont autorité. Et ça s'arrête là. Et du coup, même les lois rabbiniques qui s'appliquent en tout cas sur tout le peuple juif, bah, elles sont aussi concentrées et condensées dans ces œuvres rabbiniques. Et du coup, quelles sont ces différentes catégories de lois rabbiniques? On a les Gezerot, qui sont simplement des lois, des barrières en plus pour empêcher les gens de s'approcher d'une faute. Les Takanot, qui sont des institutions, des comportements que les Chachamim ont considérés aptes, euh, appropriés pour le peuple. Et les Minhagim, qui sont des coutumes que le peuple avait adoptées et qui ont été ratifiés euh, par la Cour suprême du peuple juif. On aura l'occasion probablement de revenir sur ces 3 catégories quand on fera l'introduction du Perush HaMishnah, du commentaire sur la Mishnah du Rambam. Là-dedans, il rentre plus dans les détails sur ces 3 catégories. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire dans des études futures. Pour des questions, tout va bien? Ok. Vechen, mishpatim, vedinin, même si c'est pas des questions, ça marche aussi, des remarques. Bon, c'est parfait. Vechen, mishpatim, vedinin, belaim. שלא קיבלו אותן ממשה, ודנו בהן בית דין הגדול של אותו הדור במידות שהתורה נדרשת בהן, ופסקו אותן הזקנים, וגמרו שהדין כך הוא. הכל חיבר רב אשי בתלמוד ממות משה ועד ימיו. Alors là, on rentre dans du dur. Et ainsi, les lois et ouais, mishpatim vedinin, les lois, euh, Pélaïm inédites, Shelo kiblu otan mi Moshe, qui n'ont pas été reçues depuis Moshe, Vedanu bahen beddin hagadol, et qui ont été légiférées par la Cour suprême, chez l'Oto Hador de chaque génération, Bemidot shehatorah nidreshet bahen, avec les lois d'herméneutique, ou pasku otan hazekenim, Vegamru Shadin Kahu. Et ça a été décidé par les anciens, et ils ont décidé que c'était ainsi que la loi devait être. Hakol Hiber Ravashi Talmud, tout ça a été écrit, compilé par Ravashi dans le Talmud, depuis l'époque de Moshe jusqu'à ces jours, jusqu'au jour de Ravashi. Et là, on a la dernière catégorie de lois dans cette liste du Rambam. Donc on a ce qui avait été hérité, on a ce qui a été innové, mais de façon complètement inédite, de façon complètement euh, bah, les lois rabbiniques, et on a une troisième catégorie, les dinim niflaim, dinim muflaim. Et ça, c'est un concept qui est très faorien, parce que c'est vraiment lui qui l'a remis au goût du jour, c'est vraiment lui qui l'a rendu, qui lui a rendu sa place quelque part, qui l'a remis sur son trône, si on veut.
les dinim muflaim, c'est une catégorie qui est trop ignorée dans le monde juif contemporain. C'est, en réalité, c'est la base, c'est peut-être 90% de la halakha. C'est tous les dinim, toutes les lois particulières de chaque mitzvot qui ne sont pas directement écrites dans la Torah, qui n'ont pas été transmises directement par Moshe, mais qui font l'objet d'une herméneutique qui ont dû être légiférées. Chaque fois que dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Mishnah, on a une marloquette et que c'est pas un derabanan, on sait automatiquement que c'est un din moufla. C'est une loi inédite. C'est une loi qui est inventée parce que jusque-là, on n'avait pas de règles là-dessus. Soit parce que le cas s'était pas encore présenté, soit parce qu'on n'avait pas décidé qu'il fallait faire une seule façon et pas une autre. Toutes les façons étaient acceptées. Ou même qu'on a perdu, peut-être c'est possible qu'on a perdu la façon originelle de le faire et que maintenant il fallait redécider comment on allait le faire. Et ben à chaque fois, c'est un Beddin qui décide. Alors, on peut avoir, peut-être tout le monde dans le Beddin est d'accord qu'on va faire comme ça, parce que c'est la seule façon qui a du sens. Ou alors on va avoir plusieurs avis. Lui, il va dire, on va faire comme ça, parce que je préfère cette logique-là, je préfère privilégier cette valeur. L'autre, il va dire, non, je préfère privilégier cette valeur. Et à la fin, avant d'entériner ou de ratifier cette nouvelle loi, ce nouveau din, eh ben, il faut faire du midrash. Bemidot, Torah nidreshet bahen. Il faut utiliser le midrash pour dire ce que tu dis, c'est beau, mais avant qu'on puisse le ratifier dans la loi, on a un processus, il faut que ce que tu dises puisse être rattaché à notre constitution, à la Torah écrite, et il faut que tu arrives à trouver une allusion, à trouver peut-être c'est pas un moyen mnémotechnique, c'est une allusion, c'est une façon d'extraire ton idée, de montrer que ton idée, elle a un lien avec la Torah. Et ça, c'est le Midrash. C'est ce que je disais la semaine dernière. Par exemple, euh, on disait le schéma, il doit être lu à voix haute. Ça, c'est très probablement un din moufla. Et comment on arrive à l'ancrer dans la Torah? On dit Vedi Barta Bam. C'est écrit dans le pasuk Vedi Barta Bam. Il faudra que tu le dises. Chachamim, ils ont dit Vedi Barta Bam, ça veut dire il faut que je puisse que je le dise à voix haute. Sinon, c'est pas bon, ça fait pas, c'est pas une bonne façon de lire le schéma. Et c'est très puissant parce qu'on a l'impression que c'est les Chachamim qui décident et du coup, bah, c'est une loi des Rabbanan. Et ça devrait avoir toutes les règles d'une loi des Rabbanan. Et du coup, quelle est la punition maximale qu'on peut avoir pour une loi des Rabbanan? Est-ce que vous savez? Makot Mardouf. Normalement, la flagellation. Exactement, Makat Mardut. La flagellation, on donne même, en réalité, on donne un certain nombre de coups de fouet. C'est le maximum. Il n'y a pas de mita, on peut pas, une loi rabbinique ne peut pas faire encourir la peine de mort. On peut pas avoir karet, le retranchement. Tout ça, c'est l'apanage des lois thoraïques. Pourtant, quand les chachamim ils décident de telle ou telle loi de Shabbat ou je sais pas, ils décident les détails d'une loi qui est qui est karet ou mitat bedin, henek, tout ça, une faute dont de la punition est plus grave que juste la flagellation, ils peuvent complètement changer l'application de la loi. Ils peuvent dire, dans ce cas-là, tu as transgressé le Shabbat, dans ce cas-là, tu n'as pas transgressé le Shabbat. Un exemple qui me vient maintenant, c'est a priori la question de la hatra'a. On sait que pour mettre quelqu'un à mort dans la halakha, il faut qu'il ait été prévenu avant de faire sa faute par deux témoins et qui lui disent exactement quelle faute tu es en train de commettre et de quoi tu es en train de te rendre responsable et quelle sera la punition que tu encours. Ben ça, c'est une institution rabbinique. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé bien après le Doma Torah. Et pourtant, ça limite énormément la portée des mitzvot.
Ça veut dire, Minatora, il y aurait beaucoup plus de cas où on pourrait mettre quelqu'un à mort, mais par ces dinim mouflaïm, on limite extrêmement. De quelque part, on adapte la loi toraïque aux besoins du temps, quand les Chachamim ils le pensent nécessaire et approprié. C'est fort quand même, c'est fort. Est-ce que c'est comme œil pour œil, dent pour dent, ou ça n'a rien à voir? C'est un débat, mais probablement. C'est ce que dit Hassan Haleva en tout cas. Pour lui, c'est clair que tahat à la base, quand c'est écrit œil pour œil, dent pour dent, donc aïn tahat aïn, pour lui, c'est évident que à la base, c'était littéralement œil pour œil et dent pour dent. C'est si tu tapais quelqu'un, si tu faisais une plaie à quelqu'un, il avait le droit de te faire la même plaie en retour. Et les Chachamim seraient arrivés plus tard. Alors on ne sait pas à quelle génération. Ça peut être n'importe quelle génération entre Moshe et Rabbeinu et Ravash. Non, probablement avant la Mishnah, sinon on l'aurait enregistré quelque part, le fait que ça a été ajouté. Probablement avant la Mishnah, donc peut-être à l'époque des Shofetim, peut-être à l'époque des Nevi'im, peut-être à l'époque des Zurot juste avant Hillel et Shammai. Mais pour lui, pour Hacham Haleva, c'est quelque chose qui a été amené plus tard. Il y a un autre argument qui dit non, on voit bien que déjà, je crois, peut-être dans le code d'Hammurabi, ou je sais plus quel code, ça existait déjà, Mm. l'idée que c'était une compensation financière et pas la loi du talion la plus bête et méchante. Et du coup, Alors, si je puis me permettre, alors en fait, c'est un peu compliqué l'histoire de la lex talionis mhm, antétoraïque. Parce qu'en fait, en fonction des codes du Moyen-Orient, alors dans beaucoup de lois, par exemple les lois hittites ou autres, on parle de compensation. Dans le code de Hammurabi, en fait, c'est particulier. Parce qu'en fait, déjà la peine, elle dépend de la classe sociale qui a été victime. C'est-à-dire, si c'est un esclave, on parle de compensation financière. Si c'est un noble, là, la justice, alors ça, c'est des révolutionnaires qui changent du reste de la société du Proche-Orient ancien. C'est la justice qui applique la peine. C'est pas comment dire, c'est pas la famille qui va appliquer la peine du talion, même littéralement. Mais il y mhm. a un Rav Joshua Berman qui dit que, en fait, les codes du Proche-Orient ancien, c'est pas des codes en tant que tels, c'est plutôt des espèces d'anthologie de lois, c'est plutôt de la jurisprudence. Donc, il n'y a pas de preuve que ça a été même là, ça a été vraiment appliqué littéralement pour le code de Hammurabi. D'accord, C'est un peu particulier. d'accord. Bah, en tout cas, voilà, il y a pour revenir à ta question, Jen, il y a ce débat sur ce tahat, et on peut clairement le comprendre comme ça. Et du coup, ça rend un peu le travail historique un peu difficile parce que on ne sait pas toujours quelle loi a été réinterprétée post-Moshe, quelle loi, qu'est-ce qui a toujours fait partie de l'enseignement de Moshe, qu'est-ce qui est littéralement halakha le Moshe Missinaï. Et qu'est-ce qui n'est halakha et Moshe Mishnah uniquement dans la fiction nationale, dans le roman national qu'on transmet euh, au peuple. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a le pouvoir, le Sanhédrin a le pouvoir de faire ce genre de choses. Si ça n'avait pas été fait par un Beth Din et que effectivement ça venait directement de Moshe Rabbeinu, enfin, si ça n'avait pas été fait, pardon, un Sanhedrin à l'époque de la Gemara ou au moins de la Mishnah aurait pu le faire. Voilà. D'autres Ce qui est remarques? fort pour moi, c'est que, surtout à l'époque de la harédisation du monde et du fait que les gens sont de plus en plus stringent sur les choses, le fait de penser que des rabbins avaient décidé de diminuer la gravité de certains commandements négatifs, c'est par exemple, ça peut être hyper intéressant. Enfin, Totalement. Totalement. Justement, c'est ce qui prouve, c'est ce qu'on réclame, c'est ce qu'on dit. Il nous faut un Sanhédrin
Parce que quand tu as un Sanhedrin, tu as une liberté qui est beaucoup plus grande. Moi, je réfléchissais à ça. Enfin, on peut faire beaucoup de fiction là-dessus. Mais ne serait-ce que les questions de différence entre hommes et femmes, euh, c'est tellement réinterprétable. Dans la Torah, il n'y a pas grand-chose de clair là-dessus. Il y a peut-être parfois quelques petits détails, mais c'est épisodique. Et au niveau, par exemple, des tfilotes et tout ça, un Sanhedrin pourrait totalement réinterpréter d'une façon égalitaire. Il faut un Sanhedrin. Et notre question, c'est est-ce qu'on voudrait le réinterpréter de façon égalitaire? Est-ce que ce serait dans l'intérêt des femmes? Est-ce que elles auraient envie d'être contraintes d'avoir les mêmes restrictions et astreintes que les hommes? Est-ce que ce serait bon pour elles? C'est une autre question. C'est pas évident. Mais voilà. Dinin Mouflaïn, ça va être vraiment, c'est un des principes saillants dans la philosophie légale de Chacham Fao, et ça explique tellement de choses dans la halakha. Je continue. Des questions, des remarques supplémentaires? Très bien. Moi, j'ai une question, mais j'ai Ah, pas envie pardon. que ça vous mette hors sujet, donc n'hésitez pas à me dire, on en reparlera une autre fois. Bien sûr. Du coup, par rapport au Midrash Halacha que vous m'avez montré, qu'on avait présenté la semaine dernière, c'est pas un peu la même chose, parce que vous disiez que on peut s'appuyer sur un verset pour dire ce qu'on a envie C'est un peu de exactement dire. ça. C'est exactement ça. Ah, Le Midrash Halacha est nécessaire pour les dinim muflaim. Des fois, il est d'accord. aussi utilisé dans des halachot qu'on considère qu'elles viennent de Moshe. Ça arrive. Mais de façon générale, la loi, à part la loi rabbinique, la loi est basée sur le Midrash Halacha et ça inclut ce qui est transmis directement de Moshe ou ce qui a été rajouté au fil des générations, ce qu'on appelle les dinim muflaim. Merci. Ouais. Ok. וחיברו חכמי משנה חיבורים אחרים לפרש דברי התורה. On passe un peu à un autre sujet. Les Chachamim de la Mishnah, les sages de la Mishnah, ont compilé d'autres œuvres pour expliquer les paroles de la Torah. Rav Hoshaya Talmido shel Rabbeinu HaKadosh Hiber Biur Sefer Bereshit. Donc Rav Hoshaya, qui est l'élève de Rabbeinu HaKadosh, donc on remonte dans le temps, à l'époque de la Mishnah, il a écrit une explication du Sefer Bereshit euh, qui, je crois, est perdue. On l'a probablement plus aujourd'hui. Rabbi Ishmael Piresh Me'ele Shemot Ad Sof Torah. Rabbi Ishmael, il a fait le même travail, mais de Shemot jusqu'à la fin de la Torah. Vehu Anikra Mechilta, et c'est ça qu'on appelle la Mechilta. Euh, je, non, pardon. La Mechilta, je suis pas. Non, je dis des bêtises. La Mechilta, on l'a encore. Ou en tout cas, on a Oui, des oui, paroles. on l'a. Parce Oui, qu'il on y a l'a. même la Mechilta, on l'utilise dans la Haggadah de Pessah pour certains passages. Ah, je savais même pas. Il y a Ouais, certains passages de la Mechilta, c'est repris de... Alors, pas très, tout, et des fois, il y a même des reformulations, mais disons qu'il y a une même base. très. Alors, après, je sais pas si on l'a entière. Ça, Ouais, c'est une autre c'est ce que question. j'allais dire. Ce qui est Ouais, classique dans toutes ces œuvres-là, et ce qui est le cas même pour le Talmud et même pour la Mishnah en réalité, bien sûr. il y a des problèmes de censure, il y a des problèmes de copie, on n'est jamais bien sûr des versions qu'on a, on n'est jamais bien sûr d'avoir le texte en entier. Euh, il y a des textes qui sont, surtout les textes mineurs comme la Mechilta, comme le Sifra, le Sifré, qui ont été beaucoup moins bien conservés que ceux qui étaient beaucoup plus Mm. répandus, comme la Mishnah et le Talmud. Parce ils avaient beaucoup plus d'autorité, donc ils étaient plus importants à copier. Les textes mineurs ont, ont moins bien survécu en général. Vechen Rabbi Akiva Chiber Mechilta, et il y a une autre Mechilta qui a été écrite par Rabbi Akiva. וחכמים אחריהם חיברו מדרשות, והכל חובר קודם התלמוד הבבלי. Et d'autres sages qui leur sont postérieurs ont écrit aussi des midrashim, midrashot, pardon. והכל חובר קודם התלמוד הבבלי, et tout ça a été compilé avant le Talmud Bavli.
Je me demande si Midrashim, c'est jamais correct. Parce que là, je vois qu'il utilise Midrashot et j'ai tendance à faire confiance à sa grammaire. Je me demande si on peut aussi dire Midrashim ou si c'est juste une erreur qui est répandue et qui devrait être évitée. On dira ce qu'on voudra d'ailleurs, mais il n'y a pas le Zohar dedans. Ah! Ah, c'est bizarre! Comment ça se fait? Oh là Dans là, les vrai sources, ni sujet. dans les sources halakhiques, ni dans les sources midrashiques. Oh là là! Et pourtant, ça date de Rabbi Shimon Ni Bar le Yochai. Bahir, ni rien. Pourquoi il n'a pas parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, mais en Ni... plus, on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai plus haut. Bon, voilà, vous avez bien compris l'ironie. Évidemment qu'un texte du XIIIe siècle ne peut pas être mentionné dans un texte du XIIe siècle. Le Rambam n'était pas encore autant prophète que ça. Alors, Nimtza Ravina Veravashe וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגזרו גזרות והתקינו תקנות והנהירו מנהרות ופשטו גזרותם ותקנותם ומנהרותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותיהם. Il se trouve donc que Ravina et Ravaché et leurs camarades étaient les derniers sages d'Israël qui copiaient la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, et qui ont établi des décrets et établi des institutions, établi des coutumes, et euh, leur loi rabbinique, donc Xérot, Takanot et Minagot, s'est répandue dans tout Israël, où qu'ils habitent. B'chol Mekomot Vojete. Je fais une petite parenthèse sur, alors déjà deux choses. On va en reparler très rapidement, mais c'est pas anodin. Pashtu, Gezerotam, Takanotam, Minhagotam, Bechol Israël, Bechol Mekomot Moshvotehem, c'est très important. Le fait que leurs enseignements ont été répandus dans tout Israël, c'est le nœud de leur autorité. C'est pour ça qu'ils ont autorité, c'est parce que leurs enseignements ont été répandus et acceptés par tout Israël. Le peuple leur a donné autorité, du coup, ils ont autorité. Et on va en reparler tout de suite. L'autre chose dont je voulais parler, c'est la question des ma'atiké, les copieurs. C'est littéralement le scribe, celui qui copie un texte qu'on lui a donné. Donc eux, ils copiaient de génération en génération la Torah chez Be'al Pé. Et je voulais juste vous montrer, on est maintenant dans Ilchot Talmud Torah Perek Aleph. En fait, c'est un peu comme les greffiers dans une cour de justice, quoi, en gros. Non? Euh, Quand ils retranscrivent le... Bah, la différence, c'est qu'on parle aussi des Ma'atiké chez moi avant Hmm, le Talmud. ok. Ravina et Ravaché, pour le coup, ou plutôt Morba Ravaché, le fils de Ravaché qui a vraiment compilé le Talmud, lui, pour le coup, c'est vraiment un greffier. Parce Hmm, qu'il a pris ce qui se discutait pendant les Kallot, les discussions, hmm. les réunions talmudiques à l'époque babylonienne, il les a, il était là, ou non, enfin, ils n'étaient pas tous là, mais ils ont pris les comptes rendus et ils les ont compilés. Donc il y avait littéralement des greffiers qui compilaient ce qui se racontait dans ces réunions. Les ma'atiké, c'est des copieurs, mais pas Hmm. forcément écrits. Enfin, même s'ils prenaient leurs notes. Mais le principe, c'est qu'ils copiaient l'enseignement de la génération précédente. Euh, on voit ici, le Rambam, il réutilise cette expression. Il dit dans cette halakha, Gedolei Chachmei Israël haya mehem chodvei aitzim, ou mehem shoavei mayim, ou mehem sumin. Donc, les grands d'Israël, il y avait parmi eux des Hodveitzim, des puiseurs d'eau, pardon, Des des bûcherons. bûcherons, des puiseurs d'eau, des aveugles, et malgré qu'ils avaient ces occupations et ces handicaps, היו עוסקים בתורה ביום ובלילה, והם מכלל מעתיקי השמוע, איש מפי איש, מפי משה רבנו. Malgré ces handicaps, ils s'occupaient de Torah jour et nuit, et ils font partie des copieurs de la tradition, de l'enseignement, d'hommes de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc, il parle de quoi? Il parle de ceux qu'on a présentés, les 40 personnes
qu'on a présenté de Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravina et Ravaché, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de façon générale les Ma'atikei Hashemua, les copieurs de l'enseignement. Ok, je reprends. ואחר בית דינו של רבשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, attends, וגמרו, pardon, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים, ורבת קטטה בעולם. ונשתבשו הדרכים בגייסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם. Et après le Beddin de Ravashi, qui a compilé le Talmud à l'époque de son fils et qu'il a fini, qu'il a terminé, Nitpazeru Israël, ils se sont dispersés Israël dans toutes les terres, une dispersion importante, et ils sont arrivés à des coins et des îles éloignés, et elle s'est multipliée la dispute dans le monde. ונשתבשו הדרכים בגייסות, et il y a eu une disruption des moyens de, de, ce, de transport, ouais, des routes. Il y a une disruption des routes à cause des armées qui rendaient les choses dangereuses. V'nit ma'at Talmud Torah, et il y a eu moins de Talmud Torah, l'étude de la Torah a réduit. ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם, אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם, et les Juifs, Israël, n'ont pas pu se réunir pour étudier dans leur yeshivot par milliers et dizaines de milliers, comme c'était le cas avant. Ils ont pas pu, donc le peuple n'a pas pu se réunir, les sages du peuple n'ont pas pu se réunir comme avant. אלא מתקבצים יחידים, השרידים, אשר אדוני קורא, בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ודעים מהם דרך המשפט האחוד. Seulement, ils se réunissaient par petits groupes, les restes qu'Hachem appelle, que Dieu appelle, pardon, dans chaque ville et chaque pays, et ils s'occupaient de Torah et ils comprenaient à partir des ouvrages des sages, à partir de tous les ouvrages des sages, et ils savaient à partir de là la voie de la justice, ils savaient déterminer à partir de là la voie de la justice. Donc à partir, encore une fois, de la littérature halachique qu'on a déjà mentionnée. Peut-être que tu devrais faire un point sur qu'est-ce que les yeshivot au sens ancien du terme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de yeshiva, on parle beaucoup d'étudiants qui étudient la Torah, mais j'ai l'impression que, je dis sous ton contrôle, mais yeshivot au sens talmudique du terme, c'est pas seulement un lieu d'étude, mais c'est également un lieu de législation. C'est une académie, oui. C'est pas C'est comme ça. aujourd'hui où... Exactement, oui, j'ai pas pensé à Ouais. cette distinction, mais tu as raison. C'était le centre de la législation. C'est là où étaient décidées les lois. C'est là où il y avait les calottes, justement, dont on parlait. Euh, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais dans mes souvenirs, il y avait un système de roulement où il y avait Oui, c'est plusieurs ça. yeshivot et elles se réunissaient une fois à Pumbedita, une fois à Soura, elles Mm. seraient en roulement pour que tous les sages soient au même endroit. Effectivement, je pense que en dehors de ces moments particuliers, c'était une yeshiva où juste on étudiait euh, peut-être de façon un peu proche de ce qu'on a aujourd'hui. Et au moment des calottes, là, c'était différent. Au moment où on se réunissait 2 fois par an, je crois que c'est les mois de Elul Mm. et Nissan. Adar. Adar? Je Adar, crois que c'est c'est plus Adar. logique. Adar, c'est plus logique. On se réunissait. euh, et justement, la Knesset Israël, il y avait un rassemblement des sages d'Israël. Du coup, ils avaient une autorité, intrinsèquement, comme c'était tout ou la majorité des sages d'Israël. Intrinsèquement, ils avaient une autorité. Et maintenant, une fois qu'on discutait à ce moment-là, bah, c'était plus juste une discussion. C'est une discussion qui a un poids. C'est une discussion qui a autorité. On savait ce qu'on faisait.
on était en train de décider, de légiférer sur des nouveaux cas, et justement de choisir ces dinim mouflaïm, ou parfois décider des lois rabbiniques. Je reviens un instant euh, pour juste un petit point Précision. une petite précision sur ce point. C'est comme l'expression qu'on utilise à Kippour, Bishiva shel Mala ou Bishiva shel Mata. Mhm. Yeshiva, dans son sens littéral, est une séance. Hein. Donc, c'est Ah, la séance d'une institution. C'est la séance formelle avec un ordre d'une du jour. institution formalisée. Exactement. Donc c'est pour ça, c'est des sons originaires. Et depuis que la législation euh, était basée sur l'étude, on a adopté le même terme pour une D'accord. institution Mais d'études. il y avait une yeshiva du Beddin. Oui, mais je crois qu'on a aussi ce terme en hébreu moderne. Non? Quand Oui, dans quand ils la s'asseyent pour juger. D'accord. exactement, oui, oui. Comme D'accord. une séance, oui. On l'utilise encore moins qu'en passé, mais Et oui. en français, le mot séance, il vient pas de là par hasard? Oui, je crois que oui, c'est la même racine. Et, en italien, c'est encore plus facile parce que c'est seduta qui est exactement le même mot quand on s'assoit, comme D'accord. yoshev, D'accord. Ah bah c'est et clair du quand coup. on est en séance. Donc, je crois que c'est la même D'accord. racine latine en français, je Ah crois. ouais. Ok. Bon, très clair. Merci beaucoup. Ok. Où j'en étais? plusieurs يتاب غابات كتاب بالنسبة بشو بجسال بنتمعات تلمود توراه ולא נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם. אלא מתקבצים יחידים מסרידים אשר נגר ועוסקים בתורה ומבינים חיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט והחופה. Donc, j'avais déjà lu tout ça. Euh, et du coup, maintenant qu'on est dans une génération où on n'a plus un rassemblement de la majorité des chachamim de la génération, euh, on n'a plus l'autorité. וכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיר לבני מדינתו או לבני מדינות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל, מפני רוחק משפטיהם ושיבוש הדרכים. והיות בית דין של אותו המדינה יחידים, ובית דין הגדול של 70 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. Et ainsi, toute cour qui s'est tenue après le Talmud, c'est drôle parce que maintenant c'est Ahmad, alors qu'on a dit que la séance c'est justement s'asseoir. Toute cour qui s'est tenue après le Talmud dans chaque pays et chaque ville, le Gazar ou Hitkin ou Hinhir, et qui ont fait des institutions, des décrets ou rendu légiférés sur des coutumes, pour les gens de leur ville ou les gens de leur région. Lo pashetu ma'asav bechol Israël. Manifestement, c'est une observation presque. Leur, euh, leur fait, c'est quoi le terme légal en français? Ma'aseh bedin, on dit en hébreu. Leur législation ne s'est pas répandue à tout Israël. מפני רוחק מושבותיהם ושיבוש הדרכים. À cause de l'éloignement de leur résidence et de la disruption des voies de communication. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים, ובית דין הגדול של 70 בטל, מכמה שנים קודם חיבור התלמוד, puisque, et, et, et on voit que les beit din de chaque ville étaient des beit din de comment dire, Privé, privé, tu dis? privé peut-être, ce serait plus approprié que solo. Bah, ça veut dire que c'était des gens particuliers, oui, bon, Mm, privé, on va dire, mais ça veut mm, dire pas à l'inverse de global, à l'inverse mm. genre de universel, où Beddin Agadol et la Cour suprême de 70 étaient déjà annulés plusieurs années, de nombreuses années, avant la finalisation du Talmud. Donc, on a une observation que on n'a plus de Bet Din Agadol et on n'a plus
de dispersion, de diffusion des enseignements d'un seul Beddin qui aurait autorité sur les autres. Les fichach, même Rav Moshe Feinstein, les fichach, en kofin anshe medina zo linhor beminhar medina heret. La loi, c'est une loi, c'est pas un truc métaphysique. C'est est-ce que la cour, est-ce que le Beddin, il a la force, il a l'autorité pour te forcer à faire quelque chose? Puisqu'il n'y a plus d'autorité globale, on ne peut pas obliger les gens d'une ville à se comporter selon les coutumes d'une autre ville. ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו. Et on ne peut pas dire obliger à un beit din d'une ville de faire le même décret qu'une autre ville a fait. וכן אם למד אחד מן הגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד, אין שומעין לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. Si un des géonim, on va voir d'ailleurs juste après, il va expliquer c'est quoi les géonim. Si un des géonim détermine ou apprend que c'est comme ça que devrait être la loi, et un autre beddin comprend, un autre beddin qui apparaît après lui, comprend que la loi ne devrait pas, devrait être d'une autre façon, à partir du Talmud, En Shom'in Larishon, il n'a pas besoin d'écouter le premier. Il n'a plus l'autorité sur le suivant. Seulement, les Mish et Haddat, noté les Dvarav, on suit seulement la raison, l'avis le plus logique. Ben Rishon, Ben Aharon, qu'il soit le premier, qu'il soit le dernier. ודברים הללו בדינים וגזירות ותקנות ומנהרות שנתחדשו אחר חיבור התלמוד. Et tout ça, c'est sur les בדינים וגזירות ותקנות ומנהרות, les lois, je pense dinim, donc il parle des dinim muflaim, mais aussi les lois rabbiniques, qui ont été innovées après l'institution du Talmud. Je reviendrai là-dessus. Aval kol hadvarim shebet Talmud habavli hayavin kol bet Israël lalechet bahem. Tout ce qui a été décidé par le Talmud Bavli, hayavin kol bet Israël lalechet bahem. Tous les membres du peuple d'Israël sont obligés de le suivre. וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהור בכל המנהרות שנהרו חכמים שבתלמוד ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם. Et ça, on peut forcer une ville à une autre de se comporter, de suivre les xérot, les minhagot et les takanot qui ont été déjà compilés dans le Talmud. הואיל וכל אותן הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל, ואותן החכמים שהתקינו, או שגזרו, או שהנהירו, או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל רובם, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה, איש מפי איש עד משה. Puisque toutes ces choses qui sont dans le Talmud, tous les sages d'Israël, tout Israël a été d'accord de l'accepter, et que ces chachamim qui l'ont institué, qui ont fait ces décrets ou ces coutumes, ou qui ont fait ces lois, et qui les ont inscrites dans la loi, c'était la majorité des sages d'Israël ou tous, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה, איש מפיש עד משה, et c'est eux qui ont reçu la tradition de la loi, dans les principes de la Torah, d'homme à homme jusqu'à Moshe. Donc là, on a clairement déterminé l'autorité rabbinique, la différence entre l'autorité rabbinique talmudique et l'autorité rabbinique post-talmudique. L'autorité rabbinique dans le Talmud a été acceptée par tout Israël, et c'était les héritiers de la tradition mosaïque qui expliquait comment le Sanhédrin était censé euh, euh, légiférer. Et en plus de ça, leurs enseignements ont été acceptés par tout Israël. Ça donne
à cette institution une autorité extrêmement forte. Tous ces paramètres-là, le fait qu'ils étaient les héritiers de la tradition, et le fait que c'était tous les chachamim de leur époque, et le fait que ça en plus était accepté non seulement par les chachamim, mais on voit, il dit Kol Israël, par tout le peuple d'Israël. En gros, ces trois choses-là, elles font que ces lois, elles sont maintenant indéracinables tant qu'on n'a pas ces conditions réunies à nouveau. Du coup, tant qu'on n'a pas un Sanhedrin, si on le voit, si on aura l'occasion de le faire, on verra dans Ilchot Sanhedrin que un Sanhedrin, il a la force de déraciner tout ça. Je pense aussi qu'il faut mentionner quelque chose qui est important, c'est que du coup, de ce principe-là du Rambam, on en découle l'idée que la différence entre Géonim, Rishonim et Aharonim, elle est simplement superficielle, elle est au mieux chronologique. Mais que tous ces Exactement. gens-là sont, voilà, c'est parce que c'est quelque chose qui est très accepté aujourd'hui dans le monde religieux orthodoxe classique, mais en vérité, c'est plus des repères chronologiques qu'autre chose qui sont Exactement. parfaitement arbitraires d'ailleurs, parce que Rabbi Yosef Karo, il ne pensait pas être un Aharon par rapport au Rambam. Exactement. Et Euh, d'ailleurs, ça implique aussi autre chose, c'est que nous ne sommes pas des Hassidim du Rambam, selon ce qui est écrit là. Vu qu'il est écrit, si un des Géonim interprète la loi d'une certaine façon et qu'une cour interprète la loi d'une autre façon, on suit celui qui a raison. Si le Rambam a tort sur la compréhension d'une loi, ce qui peut arriver, c'est un être humain, on suit celui qui a la meilleure compréhension. On n'est pas en mode non, c'est notre Rebbe qui a dit ça, donc non. Hazel. Et du coup, on a aussi parlé de l'autorité post-talmudique. L'autorité post-talmudique, elle est limitée. Il y a une limitation de fait, c'est que les chachamim d'une ville n'acceptent pas forcément, ou même rarement, ou même jamais, l'autorité des chachamim d'une autre ville. C'est ce qu'il dit, lo pachat, il dit, je ne sais plus exactement où, les enseignements de telle ville n'ont pas été propagés à l'autre ville. Malgré tout, le beddin d'une ville, quand il est formé de façon convenable et quand ils comprennent la théorie halachique, ce qui est déjà difficile, et quand ils sont le seul beddin de la ville, puisque sinon ils n'ont aucune autorité pour forcer les gens de la ville à faire quoi que ce soit, donc c'est pas le cas à Paris par exemple, le beddin de la ville a une certaine autorité. Il peut dire, un exemple parmi d'autres, il pourrait dire qu'il faut pas utiliser l'électricité Shabbat. C'est envisageable. C'est pas le cas, encore une fois. Je connais pas un seul Beddin dans le monde qui a déjà, je connais pas un seul Beddin dans le monde tout court qui a les qualifications pour avoir une vraie autorité halachique. Mais même si c'était le cas, j'en ai jamais vu un seul qui a fait propre, une Il n'y a pas vraie eu tmina, une vraie de xéra. psaq-din dans cette ville-là, on interdit l'électricité Shabbat. C'est toujours tel Rav a dit que, mais ça n'a jamais été ratifié On essaye de par réinterpréter la halakha. din. Ouais, Hmm. exactement. Par contre, une question qui est que je vous soumets que j'ai pas la réponse, c'est qu'on dirait que les dinim muflaim sont une prérogative du Beddin. On dirait que tant qu'il contredit pas les dinim, le midrash halakha du Talmud, le Talmud donc il fait toutes ses conclusions, il a ses dinim muflaim, donc je reprends toujours le même exemple parce que c'est le plus facile. Euh, il faut faire le schéma à voix haute. Et ça, on ne pourra plus le contredire, parce qu'on a déjà accepté l'autorité du Talmud est suprême. Maintenant, j'ai l'impression que si ça ne contredit pas une loi qui a déjà été décidée par le Beth Din, un Beth Din local peut rajouter un din moufla, peut rajouter une loi sur une mitzvah. Je pense à un exemple que les gens croient qui existe vraiment, mais qui n'est pas halachique parce qu'il n'a pas été légiféré de la façon qu'il faut. C'est la question à Shavuot de Temimot. Les gens croient qu'il faut attendre la nuit pour commencer le kiddush de Shavuot. Un, un,
un beth din un peu intelligent ne légiférerait pas là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Je vois pas pourquoi un beth din ferait ce genre de législation. Il faut Surtout que quand ça même qu'il n'a y ait une aucun motivation. rapport vu que le verset parle du Homer. Ça n'a aucun rapport avec le Kiddush ou Non, faire rentrer la fête. C'est... ok, Mais... ok, ouais, de toute façon, ouais, tu as raison aussi, mais je n'ai pas pensé de cette façon-là, mais tu as raison. Mais de toute façon, c'est pas une dracha qui est faite dans le Talmud, mais j'ai l'impression que si un Beth Din trouvait une motivation à le faire, il pourrait faire cette dracha. Pourquoi? Parce que il dit euh, Dvarim halalu bedinim ugzerot takanot min harot shenitchatzu achar chibur Talmud. Il inclut les dinim. C'est pas seulement les lois qui sont purement rabbiniques, Gzerot, Takanot et Minharot. Les dinim aussi, ils rentrent dans la classification qu'il a fait plus tôt des choses qui sont dans la prérogative du Beth Din local. J'ai l'impression que un Beth Din local a le pouvoir, tant qu'il ne contredit pas des dinim déjà faits, déjà recensés dans le Talmud, il a le pouvoir de créer ses propres dinim. Bah, Voilà. je pense que ouais, c'est une interprétation qui me semble correcte, simplement parce que parfois, selon les endroits, on a des situations qui amènent à trancher certaines règles qu'on retrouve pas à tels endroits. Il est possible, je sais pas, je donne une idée complètement voilà, au hasard, mais il est possible qu'un Beddin qui soit en Afrique du Sud, dans une ville bien précise, donne un psaq-din qui n'aura aucun sens, par exemple, en Russie. Et ça, à mon sens, ça me paraît pas, ça me paraît pas débile comme idée. En théorie, on a déjà les autres systèmes. On a déjà les Mhm. takanot, xérot et minhagot pour pallier Pour ce faire ça, problème-là. c'est vrai. Mais j'ai l'impression que même, on pourrait même en faire des dîners. Par contre, un truc important qui vaut le coup d'être précisé ici, ça ne veut pas dire que on peut choisir entre deux avis dans le Talmud. Non, la loi talmudique, elle a été tranchée. On a des règles, on a, on a les conclusions des calottes de Bavel. La loi, elle est, ça y est, elle est tranchée. La meilleure approximation que je connaisse, c'est le Mishneh Torah, pour retrouver les conclusions juridiques. Maintenant, ce dont je parle, c'est uniquement des lois qui n'ont pas encore été discutées. C'est des lois soit qui n'ont pas été discutées, soit que en partant du Talmud, ouais, c'est la même chose. On ne saurait pas comment se comporter Mhm. pour cette loi spécifique. A priori, on pourrait. Ce qui est sûr, c'est que le Beth Din local a la force de faire Xera, Takana et Minhag. A priori, il pourrait même faire un Din Moufla. Il pourrait faire un Midrash Halach. Mais en tout cas, c'est une forme de législation. C'est pas juste une interprétation. Si ça avait besoin d'être précis. Ok. Il est tard. Euh, on va pas s'éterniser. On va pas finir ce soir, du coup. Tant mieux. J'étais où? Non, j'étais là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, t'as pas encore parlé de qu'est-ce que les guéonymes dans le Mishneh Torah, justement. Super. Ok. כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו ויצא להם שם בחוכמתם, הם... pardon, j'ai mal lu. כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו ויצא להם שם בחוכמתם, הם הנקראים גאונים. Donc, qui sont les géonim? Ce sont les sages qui, euh, qui ont existé, qui se sont tenus après la compilation du Talmud et qui ont euh, créé dessus, qui l'ont expliqué ou rajouté quelque chose dessus. Ve'atzal lahem shem b'chokhmatam, et ils se sont fait connaître par leur sagesse. C'est eux qu'on appelle les Géonim. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת לימדו דרך התלמוד והוציאו לאור תעלומותיו וביארו ענייניו לפי שדרך עמוקה דרכו עד ללמוד ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות לפי שאותה הלשון הייתה ברורה לכל בשנער בעת שחובר התלמוד אבל בשאר המקומות וכן בשנער בימי הגאונים En Adam makir ota shon ad shemlamedin oto. C'était un peu long, désolé. Tous ces Géonim qui se sont tenus en Israël, en Babylonie, en Séfarade, en Espagne, en France
Euh, toute petite parenthèse, mais à l'origine, Sfarad et Tzarfat, ça fait pas référence à l'Espagne et à Oui, la France. Dans la Bible, ça fait plutôt référence à Sarepta et je sais oui. Et plus. Sarfat, ça a été un endroit en Eretz Israël aussi. Ouais, Et la c'est une légende façon dit de. que quand les Juifs seraient arrivés en France, ça apparemment, ça leur a fait penser à Sarefat. Donc du coup, c'est d'où le nom commun. Mais effectivement, la prophétie d'Ovadia ne fait pas C'est référence ça. à C'est ça. l'Espagne ou à la France. Que c'est dans l'un des derniers versets, on parle de les exilés de Sfarad et de Sarefat. Mais Exactement. Exactement. c'est pas l'un ou Et du l'autre. C'est coup, pas la France ou l'Espagne. et du coup, il y a aussi une croyance chez les Haredim que les Géonim, ce sont les Rochei Yeshivot de Bavel. Euh, c'est pas forcément faux, mais en tout cas, c'est pas l'avis du Rambam. Pour le Rambam, non. Les Géonim, ils étaient un peu n'importe où. Ils étaient un peu partout. Enfin, un peu partout, non, parce que les Juifs étaient assez localisés quand même à l'époque. Donc, on était surtout en Israël, en Babylonie, en Sfarad, en Espagne. Donc, à l'époque du Rambam, Sfarad, on parle de l'Espagne. Et Tzarfat, on parle de la France. Mais c'était pas réservé aux yeshivot babyloniens. Du coup, tous ces Géonim ont enseigné derech HaTalmud. Non, oui, ils ont enseigné la méthode d'étude du Talmud. והוציאו לאור תעלומותיו, et ils en ont révélé les secrets, et ils en ont éclairci les sujets. Parce que les fiches derech Hamouka d'Arko al Limod, parce que la manière d'expression du Talmud est quelque chose de très profond. Et en plus, il est écrit en lachon arami, en araméen, Me'ourav im lashonot acharot, qui est mélangé avec d'autres langues. Parce que ces langues-là, elles étaient courantes à tout le monde en Babylonie, au moment où le Talmud a été écrit. Mais dans les autres endroits, et même en Babylonie, à l'époque des Géonim, personne ne connaissait cette langue jusqu'à qu'on leur apprenne. C'était pas une langue qui était parlée couramment. Donc il n'y a pas de raison métaphysique pourquoi l'araméen a été choisi pour écrire les Talmuds. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement la langue qui était parlée par les Amoraïm et par les gens qui les entouraient à l'époque. ושאלת רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל גאון שיהיה בימיהם לפרש להם דברים קשים שבתלמוד, והם משיבים להם כפי חוכמתם, ואותן השואלים מקבצין התשובות ועושים מהן ספרים להבין מהם. Et de nombreuses questions ont été posées euh, ont été posées à ces géonymes-là par des gens de chaque endroit à leur époque pour qu'ils expliquent les sujets compliqués dans le Talmud. Et les Géonim répondaient selon leurs pensées. Donc, encore une fois, c'est pas un ange qui leur parlait, c'était pas tout le temps une tradition. Les filles Chochmatam sont leur sagesse. Ve'otan hasho'alin mekabetzin et teshuvat, et ceux qui posaient les questions réunissaient les réponses et ils en faisaient des livres pour comprendre, les aider à étudier. גם חיברו הגאונים שבכל דרבדו חיבורים לבאר התלמוד, מהם מי שפירש הלכות יחידות, ומהם מי שפירש פרקים יחידים שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות וסדרים. Et ainsi, les Géonim ont compilé à chaque génération des ouvrages qui éclaircissaient le Talmud. Certains expliquaient des halachot particulières, des sujets particuliers dans le Talmud. Certains expliquaient des chapitres entiers qui étaient difficiles, et d'autres expliquaient carrément des traités du Talmud ou des ordres, des suites de traités du Talmud. Ben, on peut peut-être citer quelques exemples. Je pense que Rabbeinu Hananel rentre dans cette catégorie pour le Rambam, malgré le fait que d'habitude il n'est pas considéré comme un Gaon parce que justement il n'était pas à Bavel. Mais du coup, lui, c'est un des commentateurs principaux du Talmud parce qu'il a vraiment une œuvre très très large sur
sur plusieurs ordres, sur plusieurs sédarim du Talmud. Et je crois qu'on n'a pas tout aujourd'hui, et je crois qu'il n'y avait pas tout écrit, mais en plus, on a perdu une partie. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête. Je me rappelle que Chacham Faour, il donnait une liste de, des Alors, moi, ouvrages j'en de ai peut-être référence à son époque, j'en ai à l'époque peut-être de Rambam. un, mais je suis pas sûr. Est-ce que Nathan Ben Avraham, le Hava Yeshiva, il est considéré comme c'est le plus vieux commentateur complet de la Mishnah qu'on ait aujourd'hui? Je connais pas, mais ça doit être. Rav Kraffer, il a republié son commentaire en entier. Donc, je sais Ouais. pas si Mais parce je que pensais à des chronologiquement, commentateurs du Talmud plus spécifiquement, mais ça marche aussi. je sais Bon, pas. j'essaierai de retrouver ça. Je me rappelle plus où j'avais vu ça, mais j'essaierai de retrouver ça à l'occasion. Mais du coup, Ok, bah je pardon, pose son vas-y. article sur le groupe Ah, pour Khazak, son wiki, comme ça vous l'avez. Khazak, merci. Et, Ouais. et qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, à l'époque du Rambam, déjà, ils avaient des géonimes, ils avaient des livres qui leur servaient d'aide pour comprendre le Talmud. Parce que justement, comprendre le Talmud, c'est pas évident du tout. La structure de la conversation et le langage sont difficiles et du coup, ils demandent une connaissance très étendue. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין האסור והמותר והחייב והפטור בדברים שהשעה צריכה להם. Et de plus, ils ont rédigé des halachot pesukot, des lois tranchées au sujet de ce qui est interdit et permis, ce qui est passible de punition et ce qui est exempt, sur les sujets qui étaient nécessaires pour leur époque. כדי שיהיו קרובים למדע, מי שאינו יכול לרד לעומקו של Talmud. Pour que ce soit accessible à la connaissance pour celui qui n'a pas les compétences de descendre dans les profondeurs du Talmud. וזוהי מלאכת אדוני שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום שחובר התלמוד ועד זמן זה, שהוא שנה שמינית אחר 100,000 לחורבן. Et ça, c'est le travail divin qu'ont fait ces géonymes d'Israël depuis la destruction, depuis, pardon, Shahouva, depuis je, je me suis laissé avoir, depuis la compilation du Talmud jusqu'à ce jour, qui est Shminit Achat, attends, Shana Sheminit Achar Mea Ve'elef, la 1108 ans après la destruction du Beth Amikdash. Donc en 1178 de notre ère, selon la plupart des comptes, et qui n'est pas forcément le compte du Rambam, si je me rappelle bien, mais c'est pas grave. Voilà. Je voulais dire quelque chose là-dessus. J'ai oublié. Donc évidemment, on a déjà dit, mais leur, leur textes, ah oui, voilà, je me rappelle de ce que je veux dire. Leurs textes sont pas autoritaires. Ce sont des opinions, ce sont des éclaircissements qui nous aident à comprendre le Talmud comme eux, ils le comprenaient, comme ça leur avait été transmis parfois, mais leurs conclusions sont pas forcément acceptées comme halakha, parce que comme on l'a dit avant, on accepte l'avis de celui vers qui le, la raison, enfin, donne raison. Je voulais aussi dire que ça rejoint la lettre du maître, du père du Rambam, Rav Yosef Ibn Migash, qui disait justement que, on en a déjà parlé sur le groupe, il vaut mieux, le Talmud, il est tellement difficile à comprendre qu'il vaut mieux se baser sur des avis d'experts comme les Géonim, plutôt que d'essayer soi-même de déceler la halakha du Talmud quand on n'a pas les outils pour. Quand on ne connaît pas assez le derrière du Talmud, les klalim, les principes qui permettent de sortir la loi du Talmud, il vaut mieux se fier à des experts qu'essayer de soi-même retrouver la halakha. Ok, on va finir juste là. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין האסור והמותר והחייב והפטור. Ah, ça j'ai déjà lu. Voilà, alors on peut peut-être s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques supplémentaires? S'il n'y a Euh, pas de questions... Ah, pardon, vas-y.
Bah, en fait, ça montre que, en fait, même pour le Rambam, il n'y a rien d'ethnique. C'est-à-dire, il parle bien de guéonymes qui viennent à la fois du monde, on va dire, séfarade classique, mais également bah, de France. Donc, la vérité de la loi, elle est pas elle est pas confinée au sein d'une ethnie. La tradition Mhm. andalouse, enfin, il parle pas très bien son nom finalement, mais c'est quelque chose qui s'étend au-delà du monde andalou, finalement. Ça me fait penser aussi que il mentionne pas l'Égypte ou le Maghreb, alors qu'on a Rabbeinu Hanan El, Rav Saadia Gaon, qui viennent de là-bas, et que ce sont pas des rigolos. Et même le Rif, finalement, bon, peut-être que ça s'appelait Sfarad déjà à l'époque, Fès. Ah, ce que j'allais dire, peut-être que en fait l'Espagne, aujourd'hui on pense en fait à l'Espagne, il faut comprendre que ça faisait partie du califat omeyyade à l'époque. Et donc que Ah, toute cette partie-là, en fait, Sfarad, c'est comme il utilise, il parle pas du Maghreb, à part dans le Khot Tefila, il va dire Ma'arav, pour dire en Occident, et les commentateurs aujourd'hui pourraient comprendre, ok, c'est Occident. Non, il faut penser qu'il écrit, enfin il pense en arabe, il traduit en Maghreb. hébreu. Voilà, El Maghreb. Maghrib, là où le soleil se couche en fait. Donc lui, c'est l'ouest, pardon, du califat. Et pour Rabbeinu Saadia Gaon, comme en fait il est né à Fayoum en Égypte, mais au final il est monté, c'est-à-dire qu'il est oui, devenu célèbre dans ces zones-là. Donc peut-être que oui. c'est pour ça. Et peut-être aussi que l'Égypte, c'est comme c'est un endroit historiquement d'hellénisation forte, peut-être qu'il n'a pas voulu le mettre là, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il faut dire ce qui est, c'est que alors, beaucoup plus tard, il nomme nommément le Rif et Ibn Megash, justement, Rambam, dans son introduction. Il Hum. les nomme avec leur nom. Donc, Dans son introduction au Mishnah ou... c'est plus loin, ouais. D'accord, Il dit leur nom. d'accord, je me rappelais pas. Ok. Euh, d'accord. Et ça me fait penser, je me rappelle que j'avais lu un commentaire, je sais plus si c'était même Faour ou Rav Kaffer, mais qui prouvait que justement, séfarade, ça voulait pas forcément dire littéralement d'Espagne, parce que justement, on avait des représentants de la tradition séfarade qui ne venaient pas d'Espagne du tout. Et je crois qu'il mentionnait, entre autres, Rabbeinu Hanan El, et pour le coup, voilà, on parle pas on parlait pas d'une origine, enfin, on parlait pas de séfarade de façon plus large, c'était vraiment l'Espagne. Donc peut-être que ça s'applique au Rif, mais il a peut-être juste pas mentionné Rabbeinu Hananel. Après, c'est étonnant parce que Kérouan, c'était quand même un centre important. Je sais pas. Peut-être, Et on est d'accord que Kérouan, c'était un centre important avant le Rambam. bien, bien sûr, oui, 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 mais il y a comment il s'appelle ce commentateur sur Sefer Yetzirah qui est en opposition avec Rav Saadia Gaon. Dounash Ibn Lanat, si je ne me trompe pas, qui a écrit pareil, qui était de C'est Kérouan. lui. Euh, il y en a plein Ouais, ouais. à Kérouan. Alors maintenant, est-ce que Kérouan faisait partie du califat omeyyade à ce moment-là? Je ne saurais pas vous dire. J'ai oublié mes vieux cours d'histoire. Un autre point aussi qui est à noter, à mon sens, sur toute cette partie-là, c'est l'idée moderne qu'il y aurait halakha selon les Ashkénazim et halakha selon les Sfaradim. Razak, Ici, ça n'existe pas. Razak. C'est halakha, arpia Talmud, et voilà, et c'est déjà pas mal. Très exact. Et à la limite, alors justement, tu as tout à fait raison et merci de le souligner. Donc, les conclusions du Talmud s'appliquent à tout le monde. La réalité des conclusions du Talmud, en tout cas, euh, autant qu'on peut y accéder, s'applique à tout le monde. Maintenant, on a dit qu'il peut y avoir des législations locales, mais c'est pas sur des critères ethniques, sur des critères de ville. Et au moment où elles sont appliquées, au moment où le Beddin en place dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Dire, moi je suis le Khatam Sofer parce que mon grand-père est né en Pologne, ça marche pas. Ça marche pas, le Khatam Sofer, il n'a pas d'autorité nulle part aujourd'hui. À Tout à l'époque, il fait, avait probablement une autorité sur sa ville et même sur sa région parce que les gens acceptaient son autorité. Il y avait un système c'était pas juste quelques yéchidim, c'était pas juste quelques personnes qui acceptaient son autorité, c'était un système de cours, un système légal qui acceptait son autorité. Aujourd'hui, il n'y a aucun système légal qui accepte l'autorité du Khatam Sofer parce qu'il n'est plus là, tout simplement. tout à fait.
J'allais dire autre chose, un autre point, et Ah oui, si. Alors sans rentrer dans les querelles de synagogue, pour pas dire querelles de chapelle, je me rappelle d'un chiour du Rav Dweck, justement, parce que tu l'as cité pas mal de fois, qui disait que justement, en fait, les Ashkénazim, quand ils ont émigré à Londres Oui, spécifiquement en Angleterre, eh ben en fait, ils ont contrevenu à ce principe-là, ils ont puisqu'il enfreint la existait loi. déjà. Exact. Oui, exactement. Bon, je n'ai pas dit jusqu'à là, mais oui, si, clairement, ils ont fait la loi. Mais en fait, oui, il y avait déjà un Beddin sur la ville, qui était le Beddin Sfaradi, et eux ont créé leur propre institution. Et du coup, en fait, il n'y a plus de ligne directrice, il y a plus de min haramaqam, si on veut, il n'y a plus de loi pour l'endroit. Maintenant, c'est bon, voilà, il y a des Beddin, il y a des Batidini, mais tout le monde fait un peu à sa sauce, quoi. Exactement. Et du coup, il n'y a plus d'autorité centralisée qui peut forcer les gens à faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dans le même cours où il mentionnait ça, il mentionnait un truc un peu marrant, c'est que les Ashkénazim, comme ils sont arrivés après, ils ont, ils ont accepté un petit peu, ça, c'est resté dans la coutume, d'écrire Londres à la façon séfarade. Donc, dans les ketubot, par exemple, quand c'est écrit l'endroit où on se marie, London, ils l'écrivent pas comme les Ashkénazim, ils l'écrivent avec des aïn partout, parce qu'ils adorent ça, et qu'ils savent pas les C'est à prononcer. cause du yiddish. Ouais. Et ils l'écrivent comme le Beddin SNP l'écrivait depuis qu'ils étaient arrivés, à peu près 100, 150 ans avant les Ashkénazim. Parce qu'en fait, en yiddish, le Ain se prononce E, donc ça se prononce Lenden. Enfin, je sais pas si c'est bien Oui. retranscrit, mais ouais. Je vois qu'il reste 3 minutes et qu'en fait, j'ai pas. Enfin, il y a le paragraphe suivant qui serait une bonne conclusion à ce qu'on disait. Donc, je me permets rapidement de le compléter. On se quittera là-dessus. ובזמן הזה, תקפו, תוקפו צרות יתרות, ודחקה שעה את הכל. Attends, ודחקה שעה את הכל, ואבדה חוכמת חכמינו ובינת נבוננו נסתתרה. Donc, de nos jours, de grandes souffrances règnent, on va dire, et euh, l'heure est dure pour tout le monde. Et là, on a perdu la sagesse de nos sages et c'est quoi la bina? La compréhension, Non, c'est ça, la havana. La bina, la compréhension de l'intellect, on va dire, de nos intellectuels, c'est caché. לפיכך, אותן הפירושים והתשובות וההלכות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו בימינו, ואין מבין ענייניהם כראוי, אלא מעט במספר. Euh, לפיכך, et c'est pour cela que ces écrits et ces responsables, ces explications et ces responsables et ces halachot qu'ont écrit les Géonim, et qu'ils les ont écrits de façon pour eux claire, ils sont devenus très compliqués de nos jours. Et personne n'arrive à comprendre leur sujet comme il faut que des des gens exceptionnels. ואין צריך לומר התלמוד עצמו, et il n'y a pas besoin de mentionner que c'est le cas aussi pour le Talmud, הבבלי והירושלמי, les deux Talmuds, וספרה וספרי והתוספתות, et toute la littérature halachique, שהן צריכין דעת רחבה, ונפש חכמה, וזמן ארוך. ואחר כך יוודע מהן הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים, ושאר דיני תורה האחרים. Parce qu'il nécessite un esprit large, un grand esprit, et une âme sage, et un temps très long. Et après tout ça, on peut arriver à comprendre le chemin juste et authentique sur ce qui est interdit et ce qui est permis, et sur le reste des lois de la Torah, comment les appliquer et les déterminer. On s'arrête là. On fera, c'est sûr, la prochaine fois, ce sera la dernière sur l'introduction. Et on aura aussi l'occasion de
Essayez de venir avec des questions ou des sujets. On essaiera de résumer un peu ce qu'on a vu et que ce soit un peu plus sympathique. Ce serait encore mieux si on est plus nombreux, comme ça on pourra vraiment partager et rentrer dans les détails des questions de chacun. J'arrête l'enregistrement.